Bonsoir à tous. Nouvelle soirée spéciale ici au Librarium de la Bibliothèque royale de Belgique. La semaine dernière, nous avons découvert le premier volet de la trilogie 14-18, l'histoire belge, qui raconte la Première Guerre mondiale telle qu'elle s'est déroulée chez nous, en Belgique, bouleversant la vie de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Nous allons voir ensemble le deuxième épisode ce soir, intitulé « Oppression et opposition ». Comme le précédent, il est riche de centaines d'archives, souvent inédites, des archives de Belgique, mais découvertes parfois aux quatre coins du monde. Il vous propose aussi les récits de témoins directs qu'avait pu récolter dans les années 60 l'équipe d'Henri Mordant pour l'une des émissions les plus mythiques de la RTBF, la série 14-18. Le tout emmené par le ton juste de Bernard Yerlès qui nous conte l'histoire comme une histoire. Voici 14-18, l'histoire belge, épisode 2, Oppression et opposition, un film de Marianne Sluzny et Michel Mess. Rappelez-vous, le 4 août 1914, à 8 h du matin, la plus grande armée d'invasion de tous les temps attaque la Belgique. L'Allemagne viole notre neutralité malgré les traités internationaux qu'elle avait signés. Dans les premières semaines de la guerre, les Allemands se livrent à des massacres sur les populations civiles, au mépris des lois qui définissent les usages et coutumes de la guerre. 1,5 million de Belges se jettent alors sur les routes de l'exil. Pour le monde entier, notre pays devient l'emblème de l'opposition à la force brutale. Il est aussi le symbole international de la ténacité, car contre toute attente, il s'est défendu au-delà du possible. Après la chute de Liège, de Namur et d'Anvers, l'armée belge recule jusqu'à l'Isère. Elle se défend sur le dernier fragment de Belgique indépendante. Deuxième époque, 1915-1916. Le front de l'Isère, la guerre en Afrique, la résistance, la répression, l'hôpital Océan, l'université von Bissing. Ma chère maman, j'apprécie tant tes longues lettres et je sais que tu souhaiterais pouvoir suivre ma guerre au jour le jour. Pardonne-moi, c'est impossible. Toutes mes pensées vont vers toi, mais je n'ai pas une minute. Les blessés demandent des soins immédiats. J'oublie parfois que ce sont des hommes et ne vois plus que des cuisses déchiquetées, des crânes crevassés et des gorges en sang. Je vous embrasse. Marie. Fin octobre 1914. L'avancée allemande avait été stoppée suite à l'ouverture des écluses du canal de l'Isère pour inonder la plaine. Très efficace. Au printemps 1915, l'armée belge barre toujours l'accès au port français de la mer du Nord. Dans des conditions très difficiles, nos soldats ont réussi à construire tout un réseau de tranchées sur l'Isère. Leur complexité est étonnante. Sur 30 km de front, un enchevêtrement de zigzags de 400 km de longueur. Dans les polders, où le niveau de la terre est inférieur à celui de la mer, il est impossible de creuser sans être submergé par l'eau. Pour lutter contre l'érosion des sols, les soldats s'épuisent à d'incessants travaux de rembliyage ou construisent les abris en hauteur. Rien que le premier hiver de guerre, ils transportent et installent des dizaines de milliers de sacs de sable. À bien des endroits, on ne savait pas creuser de tranchées. Quand on allait à la profondeur d'une pelle, on trouvait de l'eau. La hauteur d'une pelle, On devait donc fabriquer des tranchées à l'aide de sacs de terre superposés. En remblai. En remblai, sont tous. Mais vous étiez quand même les pieds dans l'eau. Et généralement, quand on jette dans l'eau. Est-ce qu'on ne vous transformait pas tous de temps en temps en terrassier, en charpentier pour faire Ça, c'était courant. C'était assez C'était courant. laborieux pour celui qui devait commander la corvée.
C'est-à-dire que nous prenions donc, n'est-ce pas, autant d'hommes qui devaient remplir autant de sacs de terre et puis retourner au cantonnement. Parce qu'on faisait ça lorsqu'on était au repos. Il fallait venir en première ligne pour remplir les sacs de terre. Vous avez 30 sacs de terre à remplir, vous autant, vous autant. « 14-18 est une guerre où l'artillerie tient le premier rôle. Les tirs de canon détruisent les paysages et explosent les corps. Les déflagrations sont assourdissantes et les éclats d'obus sèment la mort sur leur passage. La guerre est un laboratoire où se perfectionnent les armes les plus machiavéliques. Depuis le début de la guerre, tous ces combats sont exclusivement filmés par des caméramans français et anglais. En 1916, la Belgique crée son propre service cinématographique. L'année 1916, c'est un moment clé dans la propagande belge parce que l'image de la Poor Little Belgium, de la vaillance de ces soldats qui est véhiculée depuis le début de la guerre, essentiellement par des propagandes alliées, eh bien c'est une image qui ne fonctionne plus. On crée ce service cinématographique de l'armée belge et on le place dans la zone du front, à La Panne, et il reçoit pour mission de filmer les soldats belges, et ce sous la conduite de leur chef, le roi Albert. Il faut dire que la grande majorité des images du service cinématographique de l'armée belge et des images de 14-18 sont des images qui ont été mises en scène, qui ont été reconstituées. L'opérateur arrive, il installe sa caméra, il choisit son angle de prise de vue et donc il demande aux soldats finalement de jouer leur propre rôle, de jouer leur rôle, leur vie de soldats devant cette caméra. Et si les soldats regardent cette caméra, c'est justement parce qu'ils sont intrigués par cette boîte-là sur 3 pieds. Et donc, ils vont l'observer. Alors, soit ce sera des petits clins d'œil discrets, soit on a parfois des soldats qui vont se mettre devant l'objectif, tout sourire. Et il faut voir là, peut-être quelque part, une volonté de créer un lien avec un spectateur éventuel. Les spectateurs éventuels, c'est leur famille, c'est éventuellement leur maman, et c'est quelque part faire un petit signe au spectateur en disant « Coucou, moi, je suis là et je suis toujours vivant ». Pour des raisons techniques, le caméraman ne peut se mettre avec son trépied et sa grande caméra sur un champ de bataille. On n'arrive pas à filmer de près la violence de l'affrontement et finalement la brutalité du combat. Et pour faire face à ce manque d'images, les opérateurs vont plutôt suggérer cette bataille. Toutes ces images sont par la suite remontées par des laboratoires qui vont faire des séquences très courtes. C'est pour des raisons techniques, mais aussi pour donner un certain rythme à l'image et pour donner cette sensation qu'on est dans le combat, qu'on est au plein centre d'une bataille. Mais la guerre a des répercussions loin des tranchées de l'Isère, dans les colonies d'Afrique. L'exploitation des ressources minières du Katanga bat son plein. L'or, dans cette période troublée, est plus que jamais un enjeu primordial. À partir de 1914, l'exploitation du cuivre s'amplifie pour produire de la mitraille. Les grands empires et les nations qui se disputent l'Europe en 14 sont implantés depuis des décennies dans le monde entier. Le continent africain a été colonisé au XIXe siècle. Côté oriental, l'Empire allemand détient le Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. L'Empire britannique, l'Ouganda, le Kenya et la Somalie. De part et d'autre du lac Victoria, les ennemis se font face. Le Congo belge se trouve au cœur de la bataille, avec les soldats indigènes de la force publique.
Oui, oui. Moi, j'étais les soldats, simplement soldats comme ça. Hein. Moi, j'étais pas chef. Non, bien sûr. J'étais simplement soldat. Si on dit simplement, allez, nous sommes des arabes. Si je faisais quelque chose de mal, on donne cicotte. Ah oui. On dit donner cicotte aux soldats. Alors le chef des soldats, le sergent-major, il vient. Après, tous les soldats sont à rappel. On dit, c'est lui ici, on va lui donner un coup de fouet. On va lui donner 10 coups de fouet. 10, c'est pas plus que 20, hein, parce qu'ici, on donne trop, les soldats dévortent. Le soldat noir était tout à fait obéissant, tout à fait discipliné. Il en a fait preuve pendant toute la guerre d'Afrique. Dans toute la guerre. Il y avait des cas où vous deviez sévir, où la discipline devait être mise en jeu, etc. Évidemment, comme toujours, n'est-ce pas? Oui. C'est encore le régime de la chicotte, un régime très dur donc. La chicotte consistait à punir les Noirs qui étaient fautifs de 1 à 25 coups de chicotte. Est-ce que les soldats noirs comprenaient les objectifs de cette guerre? Ils les comprenaient merveilleusement parce qu'ils sont guerriers dans l'âme. Et ils ont en plus de cela le talent de se dissimuler, de sauter sur l'ennemi à l'improviste. Ce sont certainement les meilleurs soldats qui ont combattu pendant la guerre 14-18 en Afrique. On était toujours gays, on dit qu'on ne sait pas qu'il y a la guerre. Hein. Alors les soldats arrivent comme ceci, on commence à chanter. Capitaine Mokomo, analewa nanane. Capitaine Mokomo, analewa nanane. Capitaine Mokomo, analewa nanane. Capitaine Mokomo, analewa nanane. L'Allemagne est particulièrement acharnée à mener les combats. C'est une manière d'attirer loin du front européen une partie de l'armée britannique. Les assauts font rage. Pour se débarrasser des Allemands, les Anglais font appel aux Belges. Sous le haut commandement du général Charles Tombeur, la campagne en Afrique orientale allemande aboutit en septembre 1916 à la victoire de Tabora. Au bout du monde, c'est la première victoire des Belges contre les Allemands. Et si les Belges n'ont jamais été tendres avec leurs colonisés, les Allemands n'étaient pas en reste. Ils avaient déjà fait très fort avant la guerre. En effet, l'armée allemande s'est comportée d'une façon particulièrement brutale dans l'Afrique du Sud-Ouest, la Namibie de nos jours, qui venait d'être une colonie allemande. Et entre 1904 et 1907, l'armée mène une guerre d'extermination contre le peuple, les RRO, qu'ils voulaient remplacer par des Allemands. Et Schlieffen, le commandant en chef allemand à Berlin, félicite von Trotte, qui commande sur place, de l'extermination de ce peuple. Et là, peut-être, avec la radicalisation qui survient en Allemagne à cause de la défaite, l'arrivée au pouvoir des nazis, là, il y a peut-être des liens indirects entre cette expérience en l'Afrique du Sud-Ouest, au début du siècle, et les projets génocidaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais revenons en Belgique. En 1915, la vie des populations civiles belges n'est en principe plus menacée. Mais au fil des mois, le régime instauré par les Allemands se fait de plus en plus contrôlant et répressif. La saisie des fruits est étendue aux poires de dessert. Il est défendu aux habitants de s'approcher d'un ballon ou aéroplane non allemand atterri. Les assemblées en plein air sont interdites. Les assemblées publiques traitant de questions politiques dans des locaux fermés sont également interdites. Les ordonnances se multiplient, étalant sur les murs des villes et des villages une série infinie d'obligations et d'interdictions. Interdit d'utiliser des cerfs-volants, de fêter le carnaval, de porter des vêtements aux couleurs du drapeau belge. Il est devenu impossible de se déplacer, même d'une commune à l'autre, sans autorisation. L'occupant se révèle maître en tracasserie administrative. De plus, les banques belges passent sous contrôle allemand. Tous les comptes personnels sont épluchés.
Cette augmentation du contrôle va se manifester par une série de mesures. La plus célèbre, ou en tout cas la plus importante, c'est celle de l'invention en Belgique de la carte d'identité qui n'existait pas avant, donc d'avoir une fiche pour chaque habitant et où on retrouve sur cette fiche une petite photographie qu'on appellera désormais photographie d'identité, dans un format qui n'était pas du tout habituel à l'époque, hein, ce petit format pour figurer sur une carte. Les gens ne peuvent pas librement circuler de commune en commune, il faut des passeports pour tout. Donc c'est devenu une vie très appauvrie, mais en même temps, surtout en 15, on a une certaine intensification de la vie publique clandestine alors. Il y a des petits cénacles dans les parcs, dans les cafés, pour se soutenir un peu les uns les autres. Donc il y a en fait un esprit assez exacerbé, une volonté de faire front. La nature est en fait illuminée par le soleil du printemps. Mais dans nos cœurs, c'est la nuit. Les journaux censurés ne nous apprennent rien. De plus, la frontière hollandaise par laquelle nous parvenaient encore quelques échos de France et d'Angleterre est fermée. Cette fois, la clôture est totalement hermétique. Pendant la Première Guerre mondiale, le mot résistance et résistant n'existent pas encore. Ils appartiennent au vocabulaire de la Seconde Guerre mondiale. N'empêche, des milliers de Belges, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, se dressent, mains nues, contre le régime d'occupation. Leurs actions préfigurent ce que sera la résistance de 40-45. En 1914, pourtant, il n'y a pas eu d'opposants armés. Les civils s'opposent à l'ennemi en tissant des réseaux de renseignement. Il y a eu plus de 250 réseaux clandestins d'espionnage. Leur durée d'existence est variable, mais tout au long de la guerre, ils ont mobilisé un total de 6400 agents. Mais le problème, justement, c'est que la plupart de ces réseaux ne durent pas très longtemps. Ce sont des réseaux qui sont créés par des amateurs. Personne n'a la moindre expérience en matière d'espionnage. Et donc ces réseaux, au bout de quelques mois, souvent suite à une infiltration par un agent de l'ennemi, vont être démantelés par le renseignement, le contre-espionnage de l'adversaire. Par conséquent, il faut continuellement les remplacer, ce qui explique ce grand nombre de réseaux de renseignement. Alors ceux qui opèrent dans ces réseaux, la plupart du temps, agissent par patriotisme. Par patriotisme parce qu'ils ne supportent pas l'occupation, parce qu'ils ne supportent pas la violation de la neutralité belge par l'ennemi, parce qu'ils ont une dent contre cet ennemi qui est venu brûler des villes, massacrer des civils, plonger le pays dans la guerre. Les fils, les frères, les maris ont dû partir vers le front pour se battre et risquer leur vie. Donc il y a énormément de motifs pour en vouloir à cet ennemi. 9h15. Un convoi de 5 voitures. 3 bourrées d'armes. 2 de soldats allemands. Dans les réseaux de renseignement, les femmes représentent globalement 30%. Donc on peut estimer qu'il y a 70% d'hommes, 30% de femmes. Mais c'est extrêmement difficile à définir parce qu'il existe une sociabilité de femmes particulière. Et pour une agente attitrée, on s'aperçoit qu'il y a une nébuleuse de femmes tout autour parce que très souvent, elle va demander l'aide à sa sœur, à sa mère, à une voisine, à une cousine, ce que ne font pas les hommes généralement. Le renseignement, c'est donc observer les convois militaires allemands qui sillonnent le pays 24 heures sur 24, noter leur trajet, leur composition, le matériel et les troupes qu'ils transportent. Puis, transmettre ces informations sur les ordres de bataille ennemis aux services secrets alliés qui sont basés aux Pays-Bas. Le plus efficace de ces réseaux de renseignement, c'est la Dame Blanche. Il comporte plus d'1 millier d'agents et est dirigé à Liège dès 1916 par l'ingénieur des mines Walter Dewey, un être charismatique, recrutant principalement dans les milieux catholiques. Ce Liégeois est un des rares hommes au monde, si pas le seul, qui a fondé et dirigé un réseau de renseignement clandestin au cours des 2 guerres.
La Dame Blanche, en fait, ce nom qui n'est qu'un des noms du réseau, fait référence à une légende qui veut que dans certaines familles de l'aristocratie allemande, et ici on fait référence aux Hohenzollern, donc la dynastie régnante dans l'Allemagne impériale, eh bien qu'une Dame Blanche, un spectre féminin de couleur blanche, fasse son apparition dans le château de cette famille régnante, le jour où, plus exactement la nuit où le chef de famille s'apprête à disparaître. En l'occurrence, il s'agit de l'empereur d'Allemagne. Et donc cette Dame Blanche, ce réseau et ce spectre, eh bien, sont censés annoncer la chute de l'Empire allemand et de sa dynastie. Gabrielle Petit, une autre figure emblématique du renseignement pendant la guerre. Elle est demoiselle de magasin. Elle a 21 ans lorsque la guerre éclate et devient aussitôt aide-soignante. Dès la fin juillet 1915, elle s'engage dans les services secrets du côté d'Ypres et de Maubeuge. Elle multiplie les fausses identités et collecte des informations sur les mouvements de l'armée allemande. On a dit d'elle que c'était une simple fille du peuple qui émanait. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas une fille du peuple, c'est une fille de famille bourgeoise, mais alors une famille bourgeoise en pleine dégringolade sociale. Et ça explique beaucoup. En fait, c'est une fille qui a été déshéritée et qui voulait par elle-même réussir. Elle voulait devenir institutrice, on ne le lui a pas permis. Alors elle était misérable, elle était malheureuse comme les pierres. Et la guerre lui a offert la possibilité de se faire un nom, de se frayer un chemin, aussi de devenir indépendante financièrement, tout ça par son intelligence et par son courage. Autre front du refus, la presse clandestine. La population belge a besoin d'une information qui ne soit pas contrôlée par l'ennemi. Alors, en cachette, on écrit des articles, on imprime des journaux qu'on distribue sous le manteau. Pendant toute la durée de la guerre, paraissent des dizaines de feuillets clandestins, parfois réguliers, le plus souvent éphémères. La tâche est ardue. En période de pénurie, il faut se procurer du matériel, du papier et de l'encre. Les plus connus sont la Libre Belgique, qui paraît à Bruxelles, et son pendant néerlandophone, de Vlaamse Leeuw. Depuis février, nous avons un nouveau journal. Il est hebdomadaire et il a pris pour titre « La Libre Belgique ». Sa liberté, il la justifie par ses articles et son style. Il est clandestin, il n'est pas censuré, et c'est un réconfort de lire des informations qui ne sont pas mensongères. La confection de ce journal mobilise plusieurs centaines de personnes, dont beaucoup de femmes. Dans le réseau, les nombreux participants ne se connaissent généralement pas. Le cloisonnement des services est la règle. Les journaux sont une arme supplémentaire pour nourrir l'esprit de résistance. Ils informent, soutiennent le moral de la population, entretiennent la ferveur patriotique, souvent avec beaucoup d'humour. La saga de la Libre clandestine va passionner et amuser le monde entier, surtout le jour où le gouverneur militaire de Belgique, von Bissing, découvre une édition du journal interdit dans sa boîte aux lettres. Il y aura plus de 171 éditions de la Libre Belgique, tirées jusqu'à 20 000 exemplaires. Quelle que soit leur confession, les Belges pensent à résister, à créer des réseaux d'espionnage ou d'évasion. Les premiers tracts circulent sous le manteau. En attendant, l'élément fédérateur, c'est l'humour. Il perdurera pendant toute la guerre. Les caricaturistes se déchaînent, les plaisanteries fusent, l'humour est tantôt grinçant, tantôt irrespectueux. Il faut se défouler, se moquer de l'occupant, et l'impertinence, même au premier degré, est de bonne guerre.
C'est aussi le développement des patois locaux, on le sait peut-être un peu moins, mais évidemment, entre personnes occupées, on utilise le wallon ou le bruxellois ou le picard pour se parler facilement, même en présence de l'occupant. Ou alors des formes un peu plus détournées. On a l'exemple à Namur de l'acrostiche qui est paru à la une de la Midlordre. Donc la Midlordre était un journal censuré par le pouvoir allemand, donc il lisait évidemment tous les articles qui étaient publiés. Et un jour paraît un poème à la guerre, qui est un poème légèrement pacifiste. Donc la censure laisse passer ce poème sans trop de problèmes, mais en lisant uniquement la première lettre de chaque vers, de haut en bas, apparaît merde pour les Allemands. Le front est isolé du pays occupé. Les soldats et leurs familles sont sans nouvelles les uns des autres. Alors on gribouille 2 ou 3 mots d'amour sur un papier, des mots qui n'en disent pas long, mais qui certifient au moins qu'on est toujours vivant et en bonne santé. Cher père, ta lettre m'est arrivée dimanche et je te remercie de la tendre affection avec laquelle tu essaies de me donner le plus ingrat des courages, celui de n'être qu'un pauvre malade inutile. J'ai rempli mon devoir aussi bien que je l'ai pu. Et maintenant, il n'est rien qui me soit plus cher que de t'écrire. Ces billets sont confiés à des coursiers qui les cachent dans la doublure ou les manches d'un manteau, dans les semelles ou les talons de leurs chaussures. Chère mère, j'espère que vous vous portez tous bien, aussi bien que moi. J'étais de garde la nuit dernière, et je me repaissais du sentiment qu'à partir de minuit, ce serait ton anniversaire. Tous les moyens sont bons pour tromper le contrôle du courrier par les Allemands. Je voudrais surtout, et je sais que vous le ferez, que vous consoliez ma chère Andrée. J'ai brisé sa vie en voulant la rendre heureuse. Nous faisions un rêve trop beau tous les deux. Les circonstances l'ont changé. Autre messager peu apprécié des Allemands, les pigeons. Ils se révèlent de parfaits agents de liaison entre le front et la Belgique occupée. Le combat et l'engagement contre les Allemands concernent souvent les membres d'une même famille. Prenons la famille Merger. 3 fils se portent soldats volontaires dès août 1914. D'autres enfants s'impliquent dans des filières de la résistance ou dans des rôles d'aides-soignants. Une belle jeunesse qui pousse le père et la mère de la famille dans le mouvement. Franz Merget est à l'origine d'un réseau d'espionnage. Cette famille habitait rue de la Culture, rebaptisée rue Franz Merget, en mémoire à ce grand résistant fusillé par les Allemands en 1917. C'est dans cette rue, en 1907, que le docteur Antoine de Page fonde, dans ses 4 maisons contiguës, la première école laïque d'infirmières. Il en confie la direction générale à l'infirmière britannique Edith Cavell, qui avait déjà séjourné quelques années dans notre pays. L'école déménage début 1914 à l'endroit de l'actuel Institut Edith Cavell. Lorsque la guerre éclate, l'école est réquisitionnée par la Croix-Rouge. Edith Cavell y soigne les blessés des armées alliées et allemandes, mais pas seulement. Well, of course, our first contact with the war was when the German army marched into Brussels. And she had to organize our hospital on a war basis. But her first active contact with it was when 2 British soldiers who had been left behind in the retreat were brought to her, having thrown away their uniforms, and who were therefore in danger of their lives, and she concealed them. How did she come to have secret activities and... Oh, I think that is purely accidental. They were brought to her by an engineer in the Mons district. And I think he thought that the institute would be a safe place to hide them. And the English woman there, a good place to look after her compatriots. And so he brought them. In other words, she was forced into it in the first instance. It was not done voluntarily or deliberately. It was done accidentally.
But she knew it was illegal. I don't think she at stopped. The German point of view, of course. I don't think she stopped to think. Here were two of our countrymen in danger of their lives. Who would bother whether it was legal or illegal? I hope I wouldn't have. Edith Cavell était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait. Elle savait pertinemment que c'était une activité dangereuse. Et ce qui tente à prouver qu'elle en était consciente, c'est que la plupart des Anglais qu'elle évacuait n'étaient pas ou n'étaient plus blessés. Donc elle ne s'est pas du tout contentée de les soigner. Et quand ils arrivaient chez elle, à l'hôpital, la plupart étaient déjà remis sur pied. Sinon, ils n'auraient tout simplement pas su faire le voyage. Elle savait que c'était évidemment potentiellement réprimé par les Allemands, mais elle le faisait aussi pour pouvoir permettre à ces soldats, notamment d'échapper à l'ennemi, d'échapper à la captivité, de pouvoir continuer le combat, même si elle a prétendu le contraire pendant son procès. Mais c'était une stratégie de défense, évidemment, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Au printemps 1915, pour empêcher le passage vers la Hollande de volontaires qui tentent de rejoindre le front en passant par l'Angleterre, les Allemands clôturent la frontière belgo-hollandaise. Ils construisent un mur de barbelés électrifiés sur 200 km entre Vals, dans les Fourrons, et Katzand, à côté du Zout. C'est une clôture de la mort de 50 000 volts. Malgré cela, plus de 30 000 jeunes Belges prennent le risque de la traverser. 3 000 d'entre eux mourront, électrocutés, sans compter ceux qui ont été arrêtés ou abattus, tirés comme des lapins. Il fallait d'abord former les hommes qui devaient couper les fils, leur apprendre à couper les fils simultanément à chacun des piquets, n'est pas, de façon à ce que la masse des fils tombe d'une pièce. Il fallait aussi, il faut bien s'en rendre compte, veiller à ce que ce trio de coupeurs de fils fonctionne très bien. Il y avait donc un coupeur à droite, un coupeur à gauche, et un autre qui éclairait avec une petite lampe électrique voilée et qui commandait l'opération du coupage. Oui, ça j'ai vu. Un brave jeune homme, trop pressé encore, n'est-ce pas, fait un faux mouvement et touche du bout du doigt le fil, foudroyé immédiatement, n'est pas, attiré dans le fil, où il se couche en quelque sorte, comme dans un fauteuil, n'est pas un fauteuil de la mort, évidemment. N'est pas, et là, si on n'intervient pas de suite, soit à l'aide de gants de caoutchouc et autres, pour le retirer, évidemment, le fil électrique continue son œuvre, n'est pas, si un bras ouvre une gorge, n'est-ce pas, que sais-je, n'est pas. Ça, évidemment, ce sont des scènes terribles. N'est pas, j'en ai vu comme ça 3 flambants ensemble dans les fils électriques, notamment dans la région de Fourron. La frontière belgo-hollandaise est donc sous haute tension. Alors, on fait passer les hommes en bateau, par la Meuse, depuis Visé jusqu'à Heisden. Les Allemands ripostent en installant des câbles électriques à travers le fleuve. Malgré tout, dans la nuit du 3 au 4 janvier 1917, l'Atlas V, un remorqueur rempli à craquer d'opposants, force les barrages sur la Meuse et rejoint Maastricht. Tous fuyaient la répression allemande. Alors, quelle est la première émotion à partir du moment où vous avez quitté le quai de Coron-Meuse? Cette émotion était un peu particulière lorsque tout d'un coup le bateau ne faisait plus de bruit. Il se laissait aller au fil de l'eau. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, lorsqu'on est arrivé vraisemblablement au niveau de Visé même, alors qu'on avait déjà été mitraillé, qu'on avait déjà fait sauter un petit bateau qui nous poursuivait, à ce moment, le capitaine s'est mis à crier, quelle était l'expression qu'il employait encore? À toute vapeur, suspension dessus. Et à ce moment-là, un instant après, quelques fractions de secondes après, on subissait un choc formidable. C'était le pont. Il s'était lancé contre les piles du pont, parce qu'il ne pouvait pas passer en dessous. Il arrachait le pont, qui retombait avec une partie des débris sur l'arrière du bateau. Le pont a basculé, et il est tombé sur le derrière du remorqueur. À un moment donné, on croyait qu'il était coulé,
Mais alors, on a vu leur remorqueur qui était enfoncé et puis qui a repris, n'est-ce pas? Il se cabrait, somme toute, n'est-ce pas? Il a repris et il a repris son parcours, il a continué sa route. Alors, lorsque vous avez su que vous étiez en Hollande, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, à ce moment-là, on est arrivé donc au quai et on a dû dégager l'arrière du bateau pour pouvoir permettre la sortie. Et tout le monde voulait sortir en même temps. Et avant même qu'on ne sorte, le capitaine s'est mis à crier « Nous sommes sauvés, vive le roi, vive la Belgique ». Ça, c'était le moment le plus poignant pour nous. Toutes ces activités de résistance se paient très cher. En cas d'arrestation, c'est la mise au cachot, la déportation en Allemagne ou le poteau d'exécution après un jugement sommaire. Sur le front de l'Isère, dans la région de Steenstraat, la tension monte d'un cran. Les Allemands attaquent avec des gaz de combat. C'est une grande première dans l'histoire de la guerre. Ils ont rassemblé et caché dans leurs tranchées près de 6000 cylindres d'un gaz asphyxiant, fabriqué à partir du chlore. Le 22 avril 1915, ils lâchent dans l'atmosphère 180 tonnes de gaz suffocant. Les nuages toxiques font reculer les hommes. La guerre chimique est née. Depuis lors, elle n'a jamais cessé. Nous avons tous en tête les images des dégâts atroces qu'elle provoque, comme au Vietnam, dans les années 70. Souvenez-vous de Kim Phuc, la petite fille vietnamienne courant sur la route, terrorisée et nue, brûlée par le napalm. Ou encore, dans les années 80, les dizaines de milliers de morts victimes des armes chimiques utilisées par Saddam Hussein dans la guerre Irak-Iran. Mais en 1915, le long de l'Isère, c'est une guerre encore méconnue. Les soldats belges sont surpris par ces nuages de fumée. C'était très calme. Et d'un coup, vers 4 heures et demie, on crie au central au trajet, le trajet Bosson au feu. On garde, on va faire la fumée. Mais pas, le son qui a pensé, c'est la gaz. Mais un coup, il va venir de Français, Mathieu crevé, et après, je viens chez nous au trajet, c'est verdomme, qu'est-ce que c'est ça? C'est le gaz. Ça vous mettait dans une atmosphère bizarre. N'est-ce pas? Nous avons vécu dans ce moment-là, dans une espèce d'atmosphère de rêve, si vous voulez. Nous n'étions pas bien présents à ce que nous faisions automatiquement les gestes habituels, mais on ne se rendait pas très bien compte de ce qui se passait. De l'endroit où je me trouvais, j'ai vu la nappe de gaz qui avançait vers nos tranchées, et principalement vers les tranchées françaises. Lorsque le bord de ce nuage nous atteignit, nous nous mîmes à tousser et à pleurer. Un camarade ingénieur chimiste de profession nous conseilla d'uriner sur notre mouchoir et de le mettre devant la bouche et le nez. C'était efficace? C'est efficace puisque l'urine contient de l'ammoniac qui neutralise le chlore. Il y avait à ce moment-là un gros nuage donc devant vous. Oui, mais à ce moment-là, les soldats territoriaux français, plusieurs sont arrivés dans notre tranchée. Ils nous ont déclaré que la plupart des camarades étaient suffoqués et que les autres avaient abandonné leur position. Les Allemands profitent du sentiment de panique et de l'asphyxie des soldats pour intensifier les combats. En avril 1915, seuls les Allemands possèdent des masques à gaz. La bataille de Steenstraat est atroce. Les Allemands, protégés par leurs masques, tirent sur ceux que le poison n'a pas terrassés. Pour poursuivre les combats, les Alliés conçoivent et perfectionnent des masques anti-gaz. Ils sont très invalidants pour les combattants, dont l'anxiété est décuplée par un enfermement qui fausse leur perception. L'utilisation des gaz à Ypres en 1915
a été une transgression morale. Et dès que les Allemands avaient les premiers utilisé les gaz, les Français et les Britanniques se croyaient dans leur bon droit de les utiliser par autodéfense. D'ailleurs, c'est Stéphane Audouin-Rousseau, l'historien français, qui l'a suggéré, qu'il y a une sorte de tabou anthropologique qui est brisé. Dans les guerres antérieures, dans notre compréhension européenne de la guerre, on meurt par les blessures, on meurt par la perforation du corps. Et le signe de la mort, c'est le sang. Tuer sans sang, sans perforer le corps, asphyxier, c'est comme si on tuait des bêtes. C'était comme si c'était des pestifères. Et je pense que c'était cette manière d'animaliser, en quelque sorte, l'ennemi qui a provoqué le choc profond de l'utilisation de ces armes-là. Dans les villages aux alentours des zones de combat, les civils et surtout les enfants doivent s'équiper de masques anti-gaz. Les gaz asphyxiants ont été créés à partir du chlore. C'est le chimiste allemand Fritz Haber qui a mis le procédé au point. Il ira jusqu'à vérifier sur le front l'efficacité de son invention. Malgré tout, en 1918, il reçoit le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac qui intervient dans la fabrication des engrais et des explosifs. Les Alliés boycotteront ce prix Nobel en raison des activités de Fritz Haber pendant la guerre. Ce qu'il représente, c'est l'implication de la science dans la guerre. Et c'est tout le contraire de la vision 19e des sciences, comme dans l'avant-garde des progrès matériaux et moraux de l'humanité. Là, c'est les sciences Frankenstein, les sciences qui sont mises au service de la destruction humaine. Et les sciences Frankenstein sont là dans toutes les guerres du XXe siècle depuis. Le lance-flamme est une autre arme de combat inventée pendant la Première Guerre mondiale. Dès 1915, tous les belligérants l'utilisent. Mais alors que les Anglais et les Français l'abandonnent assez vite, les Allemands utiliseront le lance-flamme jusqu'à la fin de la guerre. La deuxième bataille d'Ypres se déroule pendant un peu plus d'un mois. Les combats font rage. Ils s'achèvent avec l'offensive allemande contre la crête de Bellewaerde. Le feu cesse le 25 mai suite à la contre-attaque britannique. 70 000 morts, blessés ou disparus du côté anglais, français et belge, 35 000 du côté allemand. Pour les Canadiens, c'est un douloureux baptême du feu. Ils y perdent près de 7 000 hommes. Mai 1915. Ypres est en ruine. Autour de l'Isère, les paysages sont apocalyptiques. On ne compte plus les églises, les fermes, les maisons rayées de la carte. Les sols sont dévastés. Pour contenir les positions allemandes, l'armée belge doit construire et renforcer des tranchées sur la rive gauche de l'Isère, devant Dixmude. C'est le point le plus sensible et le plus avancé du front. Cela s'est passé ici, dans ce que les soldats belges ont appelé le boyau de la mort. Boyau de l'Isère, rebaptisé boyau de la mort par les soldats belges, parce que les tranchées ne se trouvent qu'à quelques dizaines de mètres de distance. Sous le feu direct des Allemands, les combats sont terribles et meurtriers. Tous savent que c'est un endroit stratégique où une attaque d'une grande envergure peut enfoncer le système défensif de l'adversaire. Et pendant les combats, ces hommes vivent pliés en deux dans le boyau. Certains resteront difformes. Les odeurs sont pestilentielles. Il y a celle des cadavres qu'on n'a pas pu évacuer des champs de bataille. Et il y a celle des seaux d'aisance qui débordent. Le ravitaillement se fait rare. Des centaines de soldats, assoiffés, boivent de l'eau contaminée. Beaucoup vont mourir de dysenterie ou de typhus.
Les soldats atteints du typhus ont de fortes fièvres, des maux de tête, des douleurs abdominales, des vomissements de couleur noire, des saignements de nez. Le fautif, c'est le pouls qui grouille dans la crasse des tranchées, qui se nourrit du sang d'un malade infecté pour contaminer un organisme sain. Le typhus est incurable. Il faut redoubler les mesures d'hygiène, donner des douches aux soldats et désinfecter leurs vêtements. Et qu'est-ce que vous faisiez pour organiser la destruction systématique du pot? On se débrouillait chacun. Finalement, c'était à la main, la chose. Ah oui, ça, et en série, hein. Oui, et avec des allumettes. Le long de la couture du pantalon, par exemple, bien, c'était une ligne de lentes, des lentes, et on brûlait ça à l'allumette. Oui, on était tranquille pour quelques heures. Il y avait les bains à Elzendam, et on faisait passer nos effets dans des études. Eh bien, quand nos effets revenaient, on voyait déjà des poux qui revenaient doucement à la vue. Ah oui, comment ça remuait les pattes. C'est les poux, ces parasites, qui nous foutaient la gale. Ah oui. Oh là là. Il fallait passer à Elzendam, il y avait les bains sulfureux. Et il y avait des infirmiers avec une brosse en chien dent comme ça, il fallait y passer, n'est-ce pas? Et on vous guérissait comme ça. On vous guérissait de la gale. Sur le front, ce sont les éclats d'obus qui causent les dommages les plus graves et les plus nombreux. L'homme blessé sur l'Isère est au supplice. Il y a celui qu'on n'a pas pu évacuer du champ de bataille et dont le sang se mêle à la boue. Il y a celui qui attend dans la tranchée, en souffrance, que les brancardiers viennent le chercher. Il y a celui qui se traîne, en clopinant et en rampant, jusqu'au poste de secours. Dans cette abominable et interminable souffrance, chaque seconde compte, jusqu'au premier soin. Malgré la violence des combats, les officiers des camps ennemis s'entendent parfois pour faire une courte trêve, afin que chacun récupère ses blessés. Quand il y avait un blessé, qu'il fallait le chercher, même un jour, on a dû aller le chercher entre les lignes, alors qu'on a même mis un drapeau blanc pour faire donc cesser le feu, n'est-ce pas? Nous sommes allés entre les lignes chercher des blessés, et je vous assure qu'il y a certains blessés, tels que le premier que j'ai transporté. C'était un grenadier, grande corpulence, qui avait les jambes sectionnées, une jambe en dessous du genou et l'autre au-dessus du genou, et qui, malgré, pour maintenir les jambes en l'air avec garrot pour éviter l'écoulement du sang, pour le maintenir dans cette position-là, il a fallu 6 brancardiers pour le porter, bien entendu, au-dessus du boyau, parce qu'il n'y avait pas moyen, le boyau faisant donc des zigzags, impossible de le porter. Sur tous les fronts, belges, anglais, français, la situation des blessés est la même. Les premiers postes de secours sont sur la ligne de feu. J'ai donc été soigné. Après avoir été soigné là, j'ai été dirigé sur un hôpital d'évacuation, probablement une dizaine de kilomètres en arrière des lignes, par conséquent un endroit dans lequel on échappait à toute destruction. Les voitures qui les amenaient, c'était les ambulances, déversaient des gens, nous étions un nombre considérable de grands blessés, déversaient des brancards que l'on mettait presque se touchant, pour ne pas dire les uns sur les autres, dans des baraquements qui étaient faits pour 40 personnes, dans lesquels on en mettait 200. Ces baraquements, non seulement n'étaient pas bien équipés, mais celui dans lequel j'ai eu le bonheur d'être n'était même pas équipé du tout, si bien que je me rappelle avoir eu la bonne fortune d'être sous l'orifice de sortie d'un tuyau de poêle qui n'existait pas. C'est veut dire qu'il n'y avait pas de poêle par un temps diluvien, et que par-dessus le marché, je recevais toute la pluie sur l'espèce de saucisson de pansement que j'étais de ouate hydrophile, qui était par conséquent largement imbibé. Les ambulances hippomobiles prennent le relais, les limousines, qu'on les appelait. Pour les blessés de l'Isère, direction Gare de Furnes. Là, les malheureux, couchés sur de la paille, parfois, à même les quais, attendent le train pour Calais, la porte de sortie vers l'Angleterre. Il faut donc souvent plusieurs jours avant que les blessés ne reçoivent des soins adéquats. Les plaies se gangrènent, avec la perspective, dans le meilleur des cas, de l'amputation du membre atteint. 2 tiers des blessés succombent, faute de soins dispensés à temps. Au début de la guerre, le service santé de l'armée belge est totalement dépassé par la situation. C'est à la fin de 1914 que les choses vont commencer à bouger. Au cœur de ce processus, le docteur Antoine Depage.
Lorsque la guerre éclate, le docteur Antoine Depage a plus de 50 ans. C'est un chirurgien de renommée internationale et d'État qui compte dans sa situation ambidextre. Ce créateur de la première école laïque d'infirmières est un libéral actif dans les milieux de la franc-maçonnerie bruxelloise. Il a aussi toute la sympathie et la confiance des souverains belges. Le roi Albert et la reine Elisabeth se sont installés ici, à La Panne, dans une villa située dans les dunes. La reine Elisabeth a toujours été attirée par les sciences et s'intéresse aux questions médicales. Elle est sensible à la souffrance des blessés. Elle est consciente aussi du fait que le retard pris à soigner les blessures de ces hommes augmente leur taux de mortalité. Cette princesse bavaroise, ralliée à la cause belge dès le début de la guerre, souhaite qu'un hôpital de grande chirurgie soit installé à proximité du front. Et pourquoi pas à La Panne? Elle confie cette mission au docteur Depage. L'hôtel de l'Océan est réquisitionné. Depage est bien décidé à organiser l'hôpital en dehors des méthodes démodées des services médicaux de l'armée belge. Les dunes qui entourent l'hôtel sont rasées et on y construit des pavillons en bois. Des appareils de chauffage, d'éclairage, de radiographie, de stérilisation, ainsi que tout l'équipement des salles d'opération arrivent de Londres. En décembre, l'hôpital de l'Océan compte 200 lits et reçoit ses premiers blessés. Avec le temps, l'Océan devient un centre médical qui attire des stagiaires motivés d'apprendre les méthodes de soins les plus modernes. Voyons si je me rappelle bien. Ici, c'est l'atelier où on fabrique les outils de chirurgie. Là, le service radiographie et l'atelier de membres artificiels. Et là, c'est... ah oui, ça, c'est la boucherie. Donc, logiquement, là, c'est la boulangerie. Et les réserves d'œufs, de lait, de légumes et de fruits doivent être ici. Heureusement, je suis plus sur le front. Mais il y a des urgences telles que l'hôpital de l'Océan est encore trop loin du front. Alors, on crée des postes de secours de campagne à proximité de la ligne de feu. Les médecins du front se sont rendus compte qu'il fallait essayer d'opérer vite les blessés du front, près du front, et le plus près possible. Et c'est ainsi que, sous l'impulsion du docteur Neumann, on a créé un poste chirurgical avancé à l'arrière de Dixmude, à peu près 2 à 3 kilomètres de la ligne de combat, hôpital sous tente, où on faisait les opérations les plus urgentes, délabrements abdominaux, délabrements thoraciques et lutte contre l'hémorragie. Car n'oubliez pas qu'à l'époque, on ne faisait pas de transfusion sanguine. Le 27 janvier 1915, un mois après l'ouverture de l'hôpital L'Océan, Marie Picard, infirmière et épouse du docteur Antoine Depage, se rend aux États-Unis pour une tournée de conférences destinée à recueillir des fonds pour l'hôpital. En 3 mois, elle réunit 100 000 $. Début mai, elle rentre en Europe, à bord du Lusitania, un paquebot britannique. Il transporte des civils, mais aussi des armes de guerre. Au large des côtes irlandaises, le paquebot est torpillé par un sous-marin allemand. Le naufrage fait près de 1200 victimes. Marie Picard ne sait pas nager et pourtant elle refuse de monter dans une chaloupe de sauvetage. Elle reste sur le navire pour soigner les blessés et se noie quand le bateau coule. Son corps, ramené à La Panne, est enterré provisoirement dans les dunes. Les États-Unis perdent 128 de leurs ressortissants. Pour eux, le torpillage